on va y aller. Hein. Donc, dans le cycle de formation sur les alternatives au capitalisme, qu'on a commencé au mois de septembre, on accueille aujourd'hui 2 personnes qui sont représentantes du mouvement pour l'objection de croissance. Si je ne dis pas de bêtises pour le nom. Pas tout à fait ça. Les objecteurs de croissance. Alors. Voilà, ça sera plus facile. Donc, des gens qui, contrairement à ce qui sont parfois présentés, ne sont pas venus avec des podiaques et avec un cheval devant. Je pense, après avoir lu 2-3 petites choses sur leur programme, il y a des choses très intéressantes et qui sont beaucoup plus larges que ce qui est classiquement répandu dans les médias sur l'objection de croissance et sur la décroissance. Donc, j'ai à ma droite Pierre Wilmotte, Jean-Pierre Wilmotte, qui est maintenant retraité, qui a été au service d'études de l'UCL, informaticien, père au foyer, beaucoup de choses différentes. Voilà, et qui est un des fondateurs, si je ne m'abuse, du mouvement des objecteurs de croissance. Et à ma gauche, j'ai Bernard Legros, qui est enseignant, essayiste. Il a publié plusieurs livres, aussi contre l'agression publicitaire, sur l'école démocratique, membre militant de l'appel pour une école démocratique, et également membre fondateur du mouvement des objecteurs de croissance. De croissance, voilà. En 2 mots, l'objection de croissance, sans vouloir dévoiler peut-être trop les choses, c'est un mouvement qui est né il y a 3-4 ans, en tout cas de façon officielle, avec un manifeste en 2009, si je ne m'abuse, qui est une réflexion par rapport à la situation économique actuelle et un constat, en tout cas qu'ils font, d'une faillite de la société capitaliste actuelle. Voilà. Donc je ne sais pas qui je passe le micro en premier. Oui, merci. Donc, je ne vais pas parler longtemps parce que je suis timide, bien connu. Et alors je ne suis pas conférencier non plus, et je ne vais pas faire les conférences. Mais je passerai rapidement la parole à mon camarade et néanmoins ami Bernard, qui lui, non seulement est essayiste, mais il est également conférencier. Hein. Donc, mais je voudrais quand même, avant de passer la parole à Bernard, vous dire que, oui, il a parlé des médias, hein. Moi j'ai quand même vous dire que, sincèrement, je dois reconnaître que j'ai un rêve, hein, c'est de pouvoir, je ne sais pas quand, le plus vite possible, aller habiter dans un pays chaud, pour pouvoir me promener tout nu, hein, sur la plage et dans la forêt, hein, et le soir aller me réfugier dans ma grotte, hein, pour lire Certes la touche à la lueur de la bougie. Et alors j'imagine qu'à ce moment-là, je pourrais enfin passer à la télé. Quoi. Bon, maintenant je me donne la parole. Merci. Bon, ben, la décroissance, c'est un mouvement dont on parle depuis plusieurs années, déjà maintenant. Alors elle est née, ou en tout cas renée sous sa forme actuelle il y a 10 ans, à peu près, grâce au Cassot de Pub lyonnais. Donc c'est une association d'activistes qui au départ étaient des publicitaires qui se sont rebellés contre leurs publicitaires et qui sont devenus des anti-pubs notoires, Vincent Chenet, Paul Ariès, etc. Et ils ont fondé un magazine qui s'appelle La Décroissance, et c'est grâce à eux que j'ai découvert ce qu'était ce mouvement quand ils ont envoyé des textes par Internet vers 2002-2003 à peu près. Et donc je pense que j'étais dans les premiers en Belgique à découvrir ce nouveau paradigme, ce nouveau modèle avec un certain émerveillement, parce qu'il parvenait à mettre des mots en une série de textes sur quelque chose que je ressentais confusément depuis des années. Et en fait, plein de gens, par la suite, se sont reconnus dans l'objection de croissance et se sont dit « mais oui, mais c'est exactement ça, ce que je ressentais intuitivement ». Et ici, plusieurs auteurs ont réussi à donner une forme théorique à cela. Et donc, ce qui est toujours intéressant. Bon, je vais utiliser le micro. Alors, ces auteurs, ben, c'est Serge Latouche, par exemple, qui était un des premiers en France à théoriser la décroissance, et c'est le plus connu d'entre eux. On y reviendra. Il y a aussi Paul Ariès, très connu,
Et il y a encore Vincent Chenet et François Schneider, ainsi que les journalistes qui écrivent régulièrement dans le journal La Décroissance. Alors d'où est-ce que ça vient? Au départ, eh bien, les racines de cette décroissance, on peut les faire remonter à l'écologie politique des années 70, et plus singulièrement au Club de Rome et au rapport Meadows, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc en 1972, Dennis Meadows, qui était ingénieur au MIT, Massachusetts Institute of Technology, a été contacté par le Club de Rome de l'ONU pour établir un premier rapport de l'impact des activités industrielles et humaines et de la démographie sur les écosystèmes. Et donc ça a donné un fameux recueil qu'on a appelé Halte à la croissance, avec un point d'interrogation, et où il expliquait, après modélisation mathématique, que notre modèle de développement était insoutenable à terme, et que dans le courant du XXIe siècle allait se passer un effondrement généralisé de la société industrielle si on ne corrigeait pas de toute urgence certaines tendances. En gros, celle de la pollution, de la production industrielle, de l'agriculture et même de la démographie. Alors, comme vous le savez tous, on n'a rien fait pendant ces 40 ans, malgré quelques timides tentatives, hypocrites comme celle du développement durable. Et donc on a perdu 40 ans irrémédiablement pour essayer d'enrayer cette tendance au déclin. Alors ce qui fait dire à certains grands pessimistes, dont moi, que maintenant de toute façon c'est trop tard, on a perdu ces années-là, on ne les rattrapera jamais, et que l'enjeu maintenant est d'amortir le choc le mieux possible. Et pour reprendre une expression d'Yves Cochet, il dit que le but maintenant c'est de diminuer le nombre de morts. Et le nombre de morts, c'est faire en sorte qu'on reste à 2 milliards d'êtres humains sur Terre à la fin du siècle. Donc vous voyez jusqu'où va le catastrophisme de quelqu'un comme Yves Cochet. Mais en même temps, tout cela est très argumenté, en s'appuyant sur des recherches scientifiques qui se sont développées depuis plusieurs années. Et donc, cette écologie politique, donc, à cette époque-là, déjà, plusieurs avaient mis l'accent sur les limites de la croissance, ne fût-ce qu'intuitivement. René Dumont, par exemple, lors de sa campagne en 1974, campagne présidentielle, avait déjà annoncé que l'agriculture productiviste capitaliste était intenable et ne pourrait pas nourrir le reste de l'humanité si ça continuait de cette manière-là. Alors, bon, il y a aussi quelques ouvrages théoriques qui ont fait date, dont celui de Nicolas Georgescu-Roegen. Alors, les marxistes reprochent souvent aux objecteurs de croissance de ne pas avoir un corpus théorique unifié sur lequel s'appuyer, ce qui est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai qu'on n'a pas un corpus qui est équivalent, par exemple, au Capital de Marx, quelque chose d'aussi précis que cela, aussi développé, mais on a quand même un livre qui s'appelle Demain la décroissance, de Nicolas Georgescu-Roegen, qui était un économiste américain d'origine roumaine, qui est le premier à théoriser la bioéconomie. C'est-à-dire qu'il avait dit dans ses recherches que l'économie classique, qui s'était développée donc au XVIIe siècle, XVIIIe plus exactement, eh bien avait tout faux, parce qu'elle était mécaniste, et qu'elle ne tenait pas la nature en compte dans ses prévisions et dans ses calculs économiques. Donc la nature était considérée comme quelque chose d'inépuisable, dans lequel on pouvait piocher, ad vitam aeternam, et Georgescu-Roegen dit non, justement, cette erreur-là, c'est de ne pas prendre en considération la finitude des ressources fossiles, et d'établir des calculs qui ne sont pas tenables à terme, évidemment. Notamment la croissance du produit intérieur brut, qui est censé se poursuivre dans les siècles des siècles, pour assurer le bonheur, le bien-être et le progrès social. Eh bien, si cette croissance est calculée sur les ressources, est basée sur la consommation de ressources fossiles, eh bien ça ne pourra jamais continuer comme cela. Or, on ne voit pas comment la croissance actuelle capitaliste, en tout cas, pourrait être basée sur autre chose que la ponction, l'extraction renouvelée de ressources. Alors, il y a
plusieurs évidemment clignotants rouges qui nous font dire que le modèle actuel n'est pas soutenable. Vous les connaissez tous évidemment. Et bien, il y a trois grands dangers, on va dire écologiques: le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources fossiles et la chute de la biodiversité. Bon, le GIEC, depuis plusieurs années, depuis 23 ans bientôt, eh bien, a établi qu'il y a un réchauffement climatique, indéniablement. Il a même établi dans son dernier rapport qu'il est d'origine humaine, anthropique et même productiviste, bien qu'une offensive climato-sceptique a essayé de ruiner depuis quelques années cette thèse, là, avec malheureusement un certain succès. Mais bon, il y a un consensus quand même actuel pour penser que le réchauffement climatique est une réalité. Alors, même si on n'a pas le temps de revérifier, refaire tous les calculs du GIEC, eh bien, il suffit de se rendre au pied d'un glacier, ici dans les Alpes, et de constater que simplement il a diminué, et de comparer avec des photos qui ont été prises il y a ne fût-ce que 20, 30 ans d'ici, et de voir qu'il a reculé de 100, 150 mètres, 200 mètres. Donc, d'une manière tout à fait empirique, on peut constater chacun soi-même qu'il y a bel et bien un réchauffement climatique. Donc ça, c'est un grand danger. Il y a le deuxième danger, c'est l'épuisement des ressources fossiles, à commencer par celle du pétrole, qui a atteint son pic en 2006. Pic de production, qui est le moment où on atteint la moitié des réserves. Et quand on a pompé la moitié des réserves, et bien la seconde moitié est beaucoup plus difficile à pomper, demande beaucoup plus de techniques d'investissement financier pour un rendement moindre. Donc la demande de pétrole augmentant d'une manière exponentielle, entre autres grâce aux pays émergents, enfin à cause des pays émergents plutôt, l'Inde, le Brésil et la Chine, et évidemment la demande qui continue comme toujours dans l'Occident, Union européenne, Amérique du Nord, Japon, etc. Et bien cette demande ne rencontrera plus, l'offre ne rencontrera plus la demande bientôt. Et donc comme nous vivons dans un monde sous perfusion pétrolière, on a peine imaginé comment le système économique actuel pourrait tenir sans justement un flot continu de pétrole qui, rappelons-le, s'élève à 82 millions de barils par jour qui sont consommés dans le monde, toutes les 24 heures. 82 millions de barils, 12 milliards de litres. Bon, ce sont des chiffres qui donnent le vertige, évidemment. Et alors, le troisième danger écologique, c'est la chute de la biodiversité, puisque le rythme d'extinction des espèces est actuellement 100 fois plus rapide qu'il ne l'était au cours des âges géologiques. Alors on parle maintenant d'anthropocène, qui est cette nouvelle ère géologique caractérisée par l'action de l'homme justement sur l'écosystème. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'être humain et son système technique et son développement économique sont devenus une force qui modifie les grands équilibres géologiques et telluriques de la planète. Alors ça, ce sont des raisons écologiques, mais beaucoup d'objecteurs de croissance disent qu'il ne faut pas simplement être objecteur de croissance pour des raisons écologiques, même s'il y avait une infinité de ressources possibles à portée de la main, eh bien il faudrait quand même être objecteur de croissance parce que la croissance implique aussi des modes de rapport entre êtres humains qui ne sont pas démocratiques. Bien, prenons par exemple l'empreinte écologique. Si elle était équitablement répartie sur l'ensemble des 7 milliards d'habitants de la planète, on ne devrait pas dépasser 1,8 hectare par personne. Or, actuellement, on en est à 8 hectares pour un Américain, 5 hectares pour un Européen de l'Ouest. Et moins d'un hectare pour un Nigérien, par exemple. Donc, ils en sont à 0,8. Ce qui veut dire qu'un Nigérien aurait le droit encore de consommer davantage pour atteindre théoriquement 1,8 hectare, alors qu'évidemment les Occidentaux devraient drastiquement baisser leur empreinte écologique. Tout ça dans une perspective démocratique. Évidemment, dans une perspective antidémocratique et élitiste, eh bien, certains pourront avancer que effectivement, le mode de vie de l'Occident n'est pas négociable, comme disait un certain
George Bush il y a quelques années d'ici, et que tant pis évidemment si l'Occident, pour se développer, prend sa part sur celle des autres. Et donc c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Comme il n'y a pas assez de ressources fossiles pour tout le monde, eh bien actuellement une partie de l'humanité, 20% de cette humanité consomme environ 80% des ressources et laisse royalement 20% des ressources ou 80% de l'humanité restante. Alors des chiffres, il y en a des tas et des tas, j'en ai un en tête comme ça. Par exemple, les États-Unis, bien qu'ils n'atteignent que 5% de la population mondiale, consomment à eux seuls 25% du pétrole. Donc voilà encore un exemple de déséquilibre. Alors, la croissance aussi, sur un plan microsociologique, eh bien, ça inclut la poursuite de la compétition interindividuelle des individus sur le plan économique. C'est-à-dire le fait que chaque individu est un atome libre en concurrence avec ses semblables, ce que le néolibéralisme prône depuis 30 ans, et ce que d'ailleurs le libéralisme lui-même, à partir du XVIIIe siècle, a prôné. Et donc l'individu est un être qui a pour but de maximiser rationnellement ses plaisirs et de diminuer ses peines, sans se soucier d'un quelconque bien commun qui n'existe pas a priori. Et le bien commun, selon les libéraux, c'est quelque chose qui émerge spontanément par l'action de la main invisible du marché d'Adam Smith, qui va réguler justement toutes ces interactions multiples entre les individus pour faire en sorte qu'il y ait une espèce d'harmonie spontanée qui émerge à un moment donné. Alors cette harmonie n'est jamais arrivée, évidemment, et n'arrivera certainement jamais. Mais certains libéraux disent, bon, il suffit d'attendre, c'est parce que la logique du libéralisme n'a pas été jusqu'à son terme, mais laissons-la aller jusqu'à son terme, et un jour vous verrez que par effet de percolation, eh bien, la richesse des riches finira par perculer sur les pauvres, et que finalement tout le monde sera riche. Tout le monde roulera en 4x4. Le nouveau mécène. Bon, ce qui est évidemment impossible. Alors, les objecteurs de croissance s'attaquent à ce modèle-là, qui est de dire que la croissance perpétuelle du produit intérieur brut assurera un jour le progrès social et l'égalité économique entre tous les êtres humains. Ce qui, évidemment, c'est une fable à laquelle je ne crois pas. Hein, on peut toujours y croire, mais c'est vrai comme croire au Père Noël. Les enfants peuvent le faire, mais disons une fois qu'on a atteint l'âge adulte, il faut passer à quelque chose de plus réfléchi, de plus raisonnable que ça. Donc ce modèle n'étant pas tenable, on imagine une nouvelle matrice de société qui organiserait une décroissance économique soutenable et équitable pour tous les êtres humains, pour retrouver une empreinte écologique soutenable et vivable, à partir de laquelle on peut imaginer un autre projet de société. Alors, contrairement aux adeptes de la croissance, qui eux prônent une croissance infinie et indéfinie, eh bien, les objecteurs de croissance ne prônent pas une décroissance à l'infini. Ce serait complètement stupide. Il suffit de décroître jusqu'à un certain point pour atteindre une empreinte écologique de 1,8 hectare par personne, ou en tout cas 1 au niveau de la planète, ne pas ponctionner le capital des ressources, mais vivre uniquement avec le revenu des ressources, hein, exactement comme un pré, on cueille les fruits qui poussent chaque année. Ben, à l'échelle de la planète, on peut imaginer une analogie comme ça. Et puis à partir de ce moment où on a retrouvé cette empreinte écologique équitable et soutenable, eh bien on peut commencer à imaginer un autre modèle de société qui serait vraiment démocratique et souhaitable. Parce que bon, évidemment, quand on voit les inégalités, la misère sociale, les suicides qui augmentent, les prises d'antidépresseurs, etc., eh bien, on peut quand même imaginer franchement que nos contemporains ne sont pas très heureux. Bien que certaines des enquêtes montrent régulièrement que, soi-disant, quand on fait une enquête, le sentiment majoritaire chez la majorité des Belges, c'est qu'ils sont heureux.
Eh bien, j'ai un peu difficile de croire cela, parce qu'à mon avis, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes heureux? Eh bien, il y a beaucoup de personnes, même si ce n'est pas vrai, ont la pudeur, n'osent pas dire, c'est difficile de dire à quelqu'un qu'on est malheureux, qu'on est mal dans sa peau, et je pense que beaucoup de personnes bluffent et répondent un peu à côté en disant oui, finalement, bon, je suis heureux, etc. Mais je ne crois pas du tout au résultat de ce genre d'enquête. Sinon, comment expliquer que les antidépresseurs sont consommés massivement dans nos pays? Je prends le cas de la France, là c'est le record, le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Voilà, et j'entendais sur France Inter il y a quelques mois d'ici que selon une enquête IFOP, soi-disant 87% des Français se disaient heureux au travail. Alors, excusez-moi, comment peut-on arriver à des résultats pareils? Il y a vraiment un sacré décalage. Mais les médias dominants continuent à seriner ce genre d'informations pour faire croire que le système, finalement, tout va bien, tout se maîtrise, et tout est maîtrisé. Alors, quels sont les clivages qui passent au sein du mouvement de la décroissance? C'est un mouvement qui finalement est pas très, il est unifié dans le constat. Ben, tout le monde, tous les objecteurs de croissance ne veulent plus de la croissance économique infinie, mais il y a des clivages plus politiques ou philosophiques. Il y a un clivage philosophique, par exemple, c'est le clivage catastrophiste ou pas. Alors moi je suis un objecteur de croissance catastrophiste, c'est-à-dire que je crois que nous allons vraiment vers une catastrophe, un effondrement global. J'y crois tellement que c'est ce qui me donne la force de résister et de militer. Et vous avez à l'inverse des objecteurs de croissance qui disent qu'il ne faut surtout pas être catastrophiste parce que ça démoralise la population et ce n'est pas comme ça qu'on les poussera à agir dans le bon sens. Alors ça se discute, hein, évidemment, on fait des batailles d'arguments. Mais moi je suis plutôt dans la veine de Jean-Pierre Dupuis, qui a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle Pour un catastrophisme éclairé, et qui dit justement que la seule chance d'éventuellement échapper à la catastrophe, c'est d'y croire. Et le meilleur moyen de foncer dans le mur et de prendre le mur à 200 à l'heure, c'est de refouler cette catastrophe, de ne pas y croire, et de penser qu'un jour, le marché, la science, la technique trouvera des solutions miraculeusement comme ça qui vont nous faire éviter l'effondrement. Donc ça c'est par exemple un clivage philosophique qu'on trouve parmi nous, mais qui n'est peut-être pas le plus important. Alors un clivage politique par exemple, c'est le clivage, le tropisme libertaire, la réaction libertaire, et la réaction, on va dire, centraliste démocratique. Alors, chez les objecteurs de croissance, il y a des gens qui viennent, on va dire, de la gauche traditionnelle, et qui sont habitués au centralisme démocratique, tel qu'il a été mis en œuvre, par exemple, au Parti communiste. Et ceux-là, par exemple, sont pour l'organisation, la structure, et continuent aussi à faire confiance à l'État. Ils souhaitent que l'État joue un rôle dans une politique de décroissance. Et alors à l'inverse, évidemment, les libertaires, eux, ne veulent pas entendre parler du rôle de l'État. Ils veulent justement abolir toute hiérarchie sociale, refaire des petites communautés autogérées qui seraient dans une confédération, un petit peu ce que l'éco-socialiste, l'éco-anarchiste Murray Bookchin propose dans ses écrits. Un bouquin remarquable qui s'appelle Une société à refaire. Alors voilà, il n'y a pas un mouvement libertaire ou centraliste démocratique qui domine là. Dans un groupe de décroissance, on retrouve souvent les deux. Et alors, on tombe souvent dans des discussions sans fin pour savoir justement, dans nos méthodes d'action, qu'est-ce qu'il faut privilégier, est-ce qu'il faut faire confiance à l'État, et voilà, est-ce qu'il faut faire confiance à la classe politique actuelle, est-ce qu'il faut essayer de la noyauter, faire du lobbying auprès d'elle,
ou au contraire, est-ce qu'il faut aller dans les associations ou au premier niveau de la population, aller dans les quartiers difficiles, les quartiers pauvres, refaire du social avec eux, etc. Bon, le débat est toujours en cours, hein, et il n'y a pas de réponse définitive à cela. Voilà, alors nous sommes évidemment anticapitalistes, hein, ça c'est clair. Nous sommes accusés par une certaine frange du marxisme de faire le jeu du capitalisme. Alors là, même Lutte ouvrière en France a fait toute une conférence pour prouver que nous étions des crypto-capitalistes et que finalement, nous étions des idiots utiles du capitalisme et que grâce à nous, le capitalisme avait encore de beaux jours devant lui puisque nous incitions le peuple à se serrer la ceinture pour que le capitaliste finalement puisse continuer à faire des affaires. C'est complètement ridicule, mais ce sont des procès de Moscou qui ont été faits à la décroissance. Oui. Oui, tu nous as expliqué assez longuement d'où on vient et un petit peu quelles sont vos positions, mais est-ce que tu pourrais passer à... C'est quoi finalement le projet politique, d'économie et d'organisation de la société? Il y a des points que j'avais relevés un petit peu dans vos manifestes, etc., qui sont très intéressants sur le revenu inconditionnel d'existence, les droits d'usage par rapport aux droits de propriété. C'est ça, oui. Voilà. Bon, j'ai l'impression que tu te défends beaucoup par rapport à des attaques qu'on pourrait faire, mais quelque part, on voudrait avoir le cœur même de qu'est-ce que la décroissance et le projet politique de la décroissance. Bon, je vais répondre... Excuse-moi de te couper un peu comme ça. Oui, d'accord, mais tu as raison. Puis je te passerai la parole après. Bon, par exemple, une mesure symbolique qui est demandée par les objectifs de croissance, c'est au moins la diminution, si pas l'abolition de la publicité dans l'espace public. La publicité, incite à surconsommer des ressources qui sont en voie d'épuisement. Donc c'est tout à fait ce qu'il faudrait cesser de faire, dans un premier temps. Bon, déjà, si le système économique ne change pas, eh bien, il faut la sagesse la plus basique nous recommande d'arrêter, d'inciter les gens continuellement à surconsommer, à s'endetter et à ponctionner des ressources et à se tuer au travail pour pouvoir consommer. Ça, c'est une piste intéressante. On en est loin, malheureusement. Je dis bien abolir la publicité dans l'espace public, dans un premier temps. Si cette publicité persiste dans l'espace commercial, dans un centre commercial par exemple, eh bien là, elle a légitimement sa place. Mais dans les rues, dans les gares, voire dans les écoles, là, évidemment, elle n'a absolument rien à y faire. Alors, un autre axe important, c'est la question de la relocalisation de l'économie, puisque nous sommes actuellement dans un processus de globalisation économique qui encourage les circuits longs. Il y a plein d'exemples, hein. Je vais en prendre un. Des fleurs, des tulipes qui sont cultivées au Kenya et qui arrivent par avion pour garnir les magasins en Occident. Équitable. Oui, équitable. Tu parleras de l'alimentation biologique, etc. C'est plus ton registre. Alors aussi, donc la relocalisation, ça veut dire tout ce qui peut être produit et consommé dans un rayon limité, à l'échelon régional, eh bien, doit l'être, en utilisant les ressources locales. Ça ne veut pas dire que le commerce international disparaît, mais ça veut dire qu'il diminue fortement en quantité et en masse. Et moi, si on veut continuer à boire du café, pourquoi pas? Là, il faudra continuer à l'importer, ça ne pousse pas ici. Mais tout ça, ce sont des choses qui doivent être discutées démocratiquement et non pas imposées par le lobbying des multinationales, comme c'est le cas actuellement. Le citoyen n'a absolument pas son mot à dire là-dedans. C'est les multinationales qui font du lobbying auprès de la Commission européenne, par exemple, qui obtiennent toutes sortes de mesures politiques en leur faveur. Et un autre exemple, c'est la place accordée au travail. Nous sommes contre la centralité du travail dans nos vies. Alors là, on s'oppose frontalement à une bonne partie des marxistes
bien que Marx n'ait jamais dit que le travail devait être ad vitam aeternam, quelque chose qui devait peser sur la vie des êtres humains. Il n'a pas dit ça. Si on lit bien le Capital, il dit au contraire que normalement, une société d'émancipation, c'est moins de travail pour chaque être humain. Enfin bon, dans, on va dire, la vulgate marxiste, il y a encore cette glorification du travail qui donne sa dignité à l'homme. Et donc, sur ce point-là, par exemple, on est souvent raillé par les marxistes. Donc, comment diminuer cette centralité du travail? En le partageant, c'est la première chose. Partage drastique du travail, moins travailler, simplement pour pouvoir chacun retrouver des plages de liberté dans sa vie personnelle, privée, mais aussi dans sa vie politique, associative, qui est un champ qui est malheureusement négligé par la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous ont deux vies. Ils ont une vie familiale privée et une vie professionnelle. Et ils négligent cette vie intermédiaire qui est pourtant essentielle à la respiration démocratique, qui est la vie associative, syndicale et politique. Une autre proposition, je laisserai Jean-Pierre développer un peu plus ça, c'est le revenu inconditionnel d'existence, qui est prôné pas seulement par les objecteurs de croissance d'ailleurs, par certains économistes de gauche aussi, qui est une proposition intéressante, mais techniquement difficile à mettre en route. Alors il y a aussi la question de l'alimentation et de l'agriculture, de la production industrielle, du rôle de la technoscience. Je vais terminer par ça, puis je passe à Jean-Pierre un peu la parole pour le reste. La technoscience, voilà, nous sommes, la technoscience, pour le moment, dans une fuite en avant perpétuelle. C'est le capitalisme qui se sert évidemment de cette technoscience pour asseoir sa mainmise au niveau planétaire. Nous sommes drogués à ces techniques qui nous emmènent dans un système macrotechnique qui est de plus en plus difficile à maîtriser individuellement et même collectivement. Pensez par exemple à Internet, si jamais le système se plante, qui parmi nous est capable de le réparer ou l'utiliser? On ne sait rien faire, absolument rien. Quand on est déconnecté, par exemple, chez soi, ça arrive de temps en temps, et bien on attend comme un con d'être reconnecté, ça peut prendre plusieurs heures, et pendant ce temps-là, on est bloqué. Donc nous sommes de moins en moins autonomes et de plus en plus hétéronomes envers un système technique qui n'est plus maîtrisé par le citoyen, qui n'est plus que soi-disant maîtrisé par une poignée d'experts auxquels il faut donner tous les pouvoirs. Et nous sommes pieds et poings liés à leur travail, leur expertise, leur bon vouloir. Et ce n'est pas une société démocratique qui peut, comme Ivan Illich le disait déjà dans les années 70, une société réellement démocratique et conviviale, c'est-à-dire qu'elle utilise des outils qui sont maîtrisables par tout un chacun. Voilà, et non pas des outils immaîtrisables comme actuellement. Je peux encore donner l'exemple de nanotechnologie, qui est une technique terrible et assez même terrifiante par les perspectives de transhumanisme qu'elle laisse entrevoir. Donc, transhumanisme, c'est-à-dire la sortie du statut d'être humain, et donc en allant dans un état hybride humain-machine, ce qu'on appelle le cyborg. Et donc il y a déjà des savants qui actuellement réfléchissent très très sérieusement à la façon d'artificialiser l'être humain et la nature dans le courant du XXIe siècle. Et malheureusement, on leur file énormément de crédit et d'argent de la part des États. Donc je ne sais plus combien en France, je crois que c'est 3 milliards d'euros qui ont été débloqués par an pour simplement les recherches dans la nanotechnologie. 3 milliards d'euros. Et ce n'est qu'un début, les perspectives sont absolument démentielles, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an qui seraient consacrés à cela. Bon, Jean-Pierre, tu veux bien parler un peu d'agriculture, des patates, etc. Je vais d'abord faire quelques remarques complémentaires sur ce qu'a dit Bernard. D'abord, il faut vraiment pas s'inquiéter. Moi, c'est pas demain la veille que Internet va se bloquer, il ne faut pas vous en faire. Internet a été créé justement
de manière à ne pas être bloqués. Évidemment, ce qu'ils avaient oublié, donc c'était en 1968, je crois. Hein. C'est l'armée américaine qui avait décidé d'essayer de maintenir des connexions entre différents sites. Hein, et c'est de là qu'est né Internet. Donc s'il y a un chemin qui conduit de l'un à l'autre, eh bien, il trouvera toujours un autre chemin pour y arriver, ne fût-ce qu'en faisant un grand détour. Ce que, évidemment, on n'avait pas prévu avec Internet, c'est que s'il n'y a plus de pétrole, ben, il n'y a plus d'Internet. Puisque Internet consomme énormément. Mais techniquement, Internet est conçu pour ne pas se planter, hein, pour qu'il y ait toujours un chemin. Donc c'est pas demain que Internet va péter, hein, c'est après-demain. Voilà. Alors, moi je viens personnellement, j'ai un passé où j'ai pratiqué, ou tenté de pratiquer le centralisme démocratique, puisque j'étais militant dans une organisation marxiste-léniniste, hein, qu'on appelait des Mao à l'époque, et j'ai donc pratiqué vraiment le centralisme démocratique, et j'en ai énormément souffert. Et donc, moi je ne risque pas de pousser à son application, en tout cas telle que je l'ai connue, dans le temps. Et je pense que dans la plupart des... Enfin, tous les objecteurs de croissance que je connais, il n'y en a aucun qui pousserait vers ce genre de choses. Parce que, pour moi, le centralisme démocratique, contrairement à ce que dit son nom, ne permet pas la démocratie. Ne fût-ce que, ça j'ai vécu très souvent, parce que la plupart des gens n'osent pas avoir confiance dans leur opinion. En principe, les objectifs de croissance, et ça ils rejoignent plutôt les anarchistes, poussent les gens à avoir leur propre opinion, même si elle est minoritaire. Et c'est pourquoi, contrairement aux organisations, aux partis classiques, y compris les partis marxistes-léninistes, nous, on ne dit pas, voilà, on a établi notre ligne politique, hein, et celui qui s'écarte de la ligne, hein, à la limite, il est exclu, si pas plus. Hein. Donc, nous, on ne dit pas, nous avons une ligne. Bernard a donné toute une série d'orientations, de choses intéressantes ou utiles ou indispensables à faire, mais on ne dit pas, on a une ligne, hein, et il faut la suivre. Non, on a un objectif qui est en gros une société décente, une société juste, où les gens ont bon, hein, où les gens se sentent bien, tous, et pas une minorité. Mais cet objectif, il n'y a pas un seul chemin qui va y conduire. Il y a 36 chemins qui peuvent contribuer à atteindre cet objectif. Et dans les mouvements d'objectifs de croissance, ou les partis d'objectifs de croissance, il y a effectivement plusieurs chemins choisis par les membres. Mais c'est pas pour autant qu'ils s'excommunient. En tout cas, en Belgique, ce n'est pas encore le cas. Hein? Ça pourrait arriver, mais enfin, ça n'est pas encore le cas pour le moment. Alors, une correction dans ce que Marc a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas le mouvement des objectifs de croissance, nous sommes un mouvement politique des objectifs de croissance. Alors politique, au sens noble du terme, au sens original du terme. Je n'ai pas fait le grec, je ne sais plus ce que ça veut dire en grec. En grec, politis, je ne sais plus. Politis, la police, la ville. Hein? Donc, dans ce sens-là. En gros, nous disons que les gens doivent se mêler de... on veut pousser les gens à ce qu'ils se mêlent de ce qui les regarde, et non pas démissionner en se contentant de notre démocratie représentative qui nous permet de voter pour quelqu'un. Hein. Et puis, une fois qu'on a voté, eh bien, nous, on a accompli notre devoir de citoyen, et nos ancêtres seront contents, hein, parce qu'eux, ils sont battus pour ça. Hein, et donc, maintenant, pendant 6 ans ou 4 ans, ça dépend de quel genre d'élection, hein, nous, on n'a plus rien à cirer, c'est eux qui s'en occupent, hein, et dans 4 ans, dans 6 ans, on votera plus pour eux parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils savaient faire. Hein, on votera pour des autres qui feront quand même la même chose. Mais nous, on a accompli notre devoir de citoyen. Donc, nous, on dit, il faut que les gens se mêlent de ce qui les regarde. Alors, se mêler de ce qui les regarde, de ce qui nous regarde, ça se fait essentiellement à 3 niveaux. Il y en a qui disent qu'il y en a 4, mais enfin bon. Il y a le niveau individuel,
personnelle, donc la manière de vivre, de se comporter, individuelle, hein, qui est souvent dénommée par l'expression simplicité volontaire. Hein. Bon, ça c'est très bien, donc c'est effectivement utile de fermer son robinet quand on se lave les dents. Ça, on aura de bons points donnés par Nicolas Hulot, hein, ou Yann Arthur Bertrand, ces grands télécologistes, ou écologiste. Mais c'est clair que si on se contente de fermer le robinet quand on se lave les dents, ça ne changera pas grand-chose si on continue à accepter que pour McDonald's, on dépense 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de steak haché. Donc on peut déjà laisser couler, nous, longtemps, avant d'avoir atteint la consommation d'un steak haché. Donc c'est très bien de fermer son robinet au détail de la lumière quand on sort, mais nous pensons que ça ne suffit pas. Bien entendu, si moi, objecteur de croissance, je prends un 4x4 pour aller acheter des Marlboro à 200 mètres de chez moi, là, il y a un stut. Donc ça, je ne fais pas. Non plus, je n'aime pas. Ça, c'est le niveau individuel. Alors on dit, il y a aussi un autre niveau qui est extrêmement important, qui est le niveau des expériences collectives alternatives. Bon, c'est là qui parle de patates et de légumes. Bon, par exemple, vous connaissez sûrement les groupes d'achat en commun, hein, dont la plupart à Bruxelles fonctionnent essentiellement avec des légumes, des paniers de légumes. Vous connaissez sûrement les systèmes d'échange locaux. Vous connaissez peut-être les AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Tout ça, ce sont des choses très intéressantes. Il y a aussi des donneries où on donne. Il n'y a pas d'échange, c'est pour le plaisir de donner. Et où toutes ces expériences permettent aux gens aussi de réapprendre, au cas où ils l'auraient oublié, ce qui est le cas de la plupart des gens, le plaisir de la solidarité et de l'entraide, qui sont tout à fait à l'opposé des valeurs du système croissanciste. Mais on dit que ça ne suffit pas non plus, qu'il faut également s'attaquer à un troisième niveau, qui est le niveau politique au sens où on l'entend habituellement. Et là, c'est certain que ce n'est pas individuellement qu'on va imposer un revenu inconditionnel d'existence ou une dotation universelle, ou des choses comme ça. Ce n'est pas individuellement que moi je vais abolir la publicité dans l'espace public. Ça peut se faire au deuxième niveau, par des actions collectives. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu Bernard, c'est qu'en cachant des pubs à Bruxelles, ce sont des activités très amusantes, hein, mais ça ne suffit pas non plus. Pour permettre d'éliminer on entend ça, pour permettre d'éliminer la publicité dans l'espace public, y compris dans les écoles, y compris à la télé, hein, en tout cas la télé publique. Il ne suffit pas de réagir tout seul, de casser sa télé, ou d'aller cacher des pubs à Bruxelles ou je sais où, mais il faut aussi essayer que des mesures soient prises au niveau central, qu'il y ait des lois qui soient votées, qui interdisent un certain nombre de choses et qui obligent à un certain nombre d'autres choses. Voilà, donc ça c'est les trois niveaux auxquels on estime qu'il faut intervenir. On ne dit pas que chaque personne doit intervenir aux 3 niveaux, mais en général, s'il se contente d'un seul des niveaux, il est un peu à côté de la plaque, quoi. En particulier s'il se contente du niveau supérieur. Je voudrais maintenant faire une remarque. Bon, on a parlé de la publicité, Bernard a parlé. Je ne crois pas que tu as dit, à moins que j'étais distrait. La croissance repose notamment sur 3 piliers auxquels on doit s'attaquer. Un des piliers, c'est la publicité. Parce que, bien entendu, pour qu'il y ait une croissance de la production, il faut qu'il y ait une croissance de la consommation. Bon, alors, pour qu'on puisse consommer tout ce qu'on veut produire en plus, il faut bien entendu la publicité. Donc ça, c'est un des piliers à abattre. Un deuxième pilier à abattre, c'est le crédit à la consommation, qui fait beaucoup de mal
il y a plein de gens, leur vie sont vraiment foutue en l'air à cause du crédit à la consommation, qui accompagne bien entendu l'autre pilier qui est la publicité. Et alors le troisième, ça, il est de plus en plus connu, hein, depuis qu'il y a un film qui nous est remontré des Américains qui fêtait le centième anniversaire d'une ampoule électrique dans une caserne de pompiers. Hein. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Hein, donc programmée matériellement, parce qu'à partir d'une certaine époque, on a payé les ingénieurs pour être sûr qu'ils fassent des appareils qui tombent en panne suffisamment tôt, hein, pour que les gens puissent de nouveau acheter d'autres appareils. Hein. Il y a aussi l'obsolescence est aussi programmée, si ça ne suffit pas comme ça, hein, en vous expliquant, mais ça c'est grâce à l'aide de la publicité, en vous expliquant, vous êtes complètement ringard. Si vous avez une tablette, un iPad ou je ne sais pas quoi, hein, qui date de 6 mois, vous n'avez pas le dernier numéro, vous êtes le dernier des ringards. Voilà. Donc on doit absolument s'attaquer au niveau, à tous les niveaux, mais aussi au niveau supérieur à ces trois piliers. Et en s'y attaquant, on a intérêt à le faire de manière agréable, amusante, prendre son pied, pas se faire chier à militer, à évangéliser le quartier ou le monde. Hein, on doit en profiter pour montrer, en faisant un pas de côté, qu'il y a moyen de faire des trucs, quoi, où on a bon, où les gens sont contents, et qui leur permet de croire qu'il y a moyen de fonctionner autrement. Et si ces expériences au second niveau se développent, alors on peut avoir des arguments supplémentaires pour au troisième niveau, dire aux décideurs, vous savez, ça marche, hein, après. Une remarque sur le travail. Quand Bernard vous parle du travail, en fait, il parle du travail rémunéré dans le cadre d'un emploi. Hein. Moi, je suis retraité, je travaille à mort. Hein. Bon. Hein, j'aime bien. Hein. Par contre, mon dernier boulot à l'UNIF, je me chie. Mais maintenant, bon, il y a des travaux qui peuvent être intéressants. Je suppose que Bernard, lui, il se plaît mieux dans son travail que moi je me plaisais dans le mien, puisqu'il est enseignant. Donc, on peut distinguer dans les travaux rémunérés, on peut distinguer quand même qu'il y a des travaux qui sont très utiles, qu'il y a des travaux qui sont inutiles, qu'il y a des travaux qui sont nocifs, et qu'il y a des travaux qui sont criminels. Hein? Pas le travail criminel, mais qui produisent des choses qui relèvent quand même du crime, par exemple les armes, qu'elles soient nucléaires ou pas. Donc quand on parle de travail, on n'est pas opposé au travail utile qui est réalisé volontairement, qu'il soit rémunéré ou pas. Hein. Et bien entendu, si on diminue la part de travail rémunéré dans le cadre d'un emploi pour chacun, eh bien, on donne à chacun la possibilité, s'il en a envie, de faire toute une série d'activités qui sont utiles, agréables pour les autres et pour soi-même. Hein. Et d'ailleurs, c'est en grande partie ce qu'on faisait dans le temps. Hein. Dans le temps, on ne devait pas payer pour que quelqu'un s'occupe des vieux, et on ne devait pas payer pour que quelqu'un s'occupe des petits-enfants et des nourrissons. Hein. Je ne dis pas que tout était parfait, tout était rose dans le temps, mais enfin, on peut imaginer que ce serait quand même plus agréable si on travaillait un peu moins et qu'on avait le temps de s'occuper un peu plus de nos vieux parents, hein, ou de nos tout jeunes petits-enfants. Alors que maintenant, bon, il faut payer quasiment partout. Il faut même payer pour mourir maintenant. Hein. Si on veut mourir à la maison, il faut se filer à la limite, ça coûte plus cher. Alors, je ne sais pas si on a bien compris ce que c'est le transhumanisme. Donc, il s'agit, c'est vraiment une des manières vraiment idiotes, quoi, vraiment idiotes, technoscientistes, de résoudre les problèmes. En fait, il s'agit, donc les transhumanistes, ils reconnaissent qu'il y a un problème. On ne peut pas continuer la croissance comme ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
au lieu d'adapter le fonctionnement de la société aux problèmes, aux capacités de production et d'absorption de la nature, eh bien, on va adapter peut-être la nature, mais surtout, on va adapter l'homme, hein, de manière à ce que, par exemple, il puisse se sentir à l'aise dans un endroit où l'air est hyper pollué. Hein, parce qu'on aura supporté l'homme, hein, qui fait que il n'y aura plus de problème à respirer de la merde, quoi, hein, ou à manger des saloperies. Ça me fait penser à un film complètement nul mais intéressant avec Charlton Heston. Soleil vert. Soleil vert, c'est trop drôle. Où là, la majorité des gens mangent des biscuits. Il y a 3 sortes de biscuits. C'est le soleil, je crois, il y a les verts. Et alors, il y a une minorité de privilégiés qui, eux, mangent de la viande, de la vraie viande, de vrais légumes. Et ça, c'est vraiment une minorité. C'est la classe dirigeante et possédante. Hein? Bon, alors, la composition des galettes de biscuits, c'est un peu une bêtise. Mais, donc, tu n'as pas parlé non plus, il y a des objectifs de croissance qui parlent qui posent la question de la démographie. Hein? Il dit, on est beaucoup trop nombreux, bien que Bernard lui dit qu'on sera bientôt plus de 2 milliards. On est beaucoup trop nombreux, donc ça ne va pas, hein, ça ne peut pas continuer à durer. Hein, il faut qu'on arrête de croître la population parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. D'abord, il y a des gens qui ont prouvé qu'il y avait assez pour le double de la population, en tout cas pour les nourrir, hein, en les nourrissant autrement. Et ensuite, mais ce qu'on rétorque habituellement, enfin, là je parle pour moi parce que nous n'avons pas défini une position claire là-dessus. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que il suffit, enfin actuellement, on pourrait vivre avec 14 milliards d'êtres humains, il suffirait de partager des choses convenablement et de les produire autrement, et produire aussi moins et moins de déchets, en pratiquant la décroissance de la production dans les pays qui exagèrent et qui dépassent la capacité, l'empreinte écologique moyenne. Permise pour l'ensemble de la planète. Je ne sais pas. Tu penses à autre chose? Le revenu inconditionnel d'existence. Oui, donc ça c'est une des propositions. Werner en a dit un certain nombre. Le revenu inconditionnel d'existence, c'est une notion, ça porte des tas de noms, hein, allocation universelle, enfin je ne sais pas tout quoi, peu importe. Consiste à dire bon, mais on doit permettre à n'importe quelle personne de bénéficier d'un revenu minimum, quelles que soient ses activités productrices, qu'il y ait un emploi ou qu'il n'y ait pas d'emploi, peu importe, les gens on devrait avoir droit à un revenu minimum qui permettrait alors de satisfaire un des droits de l'homme dans les conventions occidentales. Hein, qui est de pouvoir jouir de satisfaire ses besoins les plus élémentaires de nourriture, de logement, etc. Il y a des gens qui disent oui, mais avec quoi est-ce qu'on va payer ça? Ben, avec l'argent qu'il a. Hein. Oh, il y a plein d'argent, hein, c'est pas difficile. Par exemple, on peut très bien coupler ce revenu inconditionnel d'existence, donc un revenu minimum, avec un revenu maximum autorisé, un revenu, hein, donc pas uniquement le salaire. Hein. Donc, parce qu'il y a des personnes qui ont des revenus absolument indécents, vraiment énormes, hein, pas seulement des personnes, mais des sociétés. Moi, je suis... bon, alors le revenu inconditionnel d'existence peut prendre différentes formes. En général, il est considéré comme pensé comme une somme d'argent à remettre à chaque personne. Comme les chômeurs, par exemple, il y a souvent une allocation, s'ils sont bien sages, et qu'ils montrent qu'ils cherchent du boulot, ou les retraités, genre, il y a tout ça d'argent.
moi je trouve que, je pense qu'il y a une variante qui est intéressante, qui est de coupler un certain revenu minimum en argent, avec le plus possible ce qu'on appelle en général une dotation universelle, c'est-à-dire que nous puissions tous, quelles que soient nos activités, disposer d'un minimum de biens indispensables pour notre bien-être. Par exemple, j'ai pas fait de change, j'en sais rien, mais un certain nombre de litres d'eau, hein, mais pas des litres d'eau pour remplir une piscine ou même pour laver sa bagnole toutes les semaines, mais de l'eau pour l'alimentation, pour boire et pour l'hygiène. Hein. Mais ça devrait être, on devrait pouvoir en disposer gratuitement. Toute une série de besoins alimentaires sur le logement, évidemment, pas avoir trois résidences gratuites, évidemment, mais un logement décent, tout le monde devrait pouvoir en disposer, et ça ne devrait pas nécessairement passer par un revenu monétaire. On n'a pas parlé vraiment de la démocratie, hein. Mais quand Bernard parlait de relocalisation, c'est pas uniquement la relocalisation de l'économie, de la production, mais c'est aussi, je pense, la relocalisation de la démocratie. Hein. Et donc, effectivement, ça passe, en tout cas pour moi, hein, ça passe par l'autogestion. Hein. Et d'ailleurs, c'est en général ce qui se fait dans les activités de second niveau dont j'ai parlé. Moi, dans le groupe d'achat en commun dont je parle, c'est vraiment un groupe typiquement autogéré. Et bien entendu, je m'intéresse à ce groupe d'achat en commun, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de montrer aux gens qu'il y a moyen de vivre autrement ensemble, quoi. En pratiquant l'autogestion, et les gens, ils découvrent ça, ils sont contents en général. Il y en a très peu qui ne sont pas contents. Il y en a évidemment qui ont un certain ego, qui voudraient se mettre en avant, mais ceux-là, ils ne tiennent pas le coup dans un système comme ça. Hein? Si je peux me permettre de relancer la question, là je comprends ta réponse d'un point de vue local, mais à un niveau supérieur, par exemple pour déterminer quel accès aux ressources tu peux avoir. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas une ligne. En plus, on ne prétend même pas, contrairement à ce qui se faisait dans le temps, on ne prétend pas connaître les réponses à toutes les questions. Alors moi, je ne sais pas répondre à ta question. Si il y a une catastrophe, si je ne sais pas quel réacteur à Fukushima pète, hein, comme ça pourrait arriver, ce ne sera pas uniquement pour une partie des Japonais, hein, ce sera pour nous aussi. Hein, on va l'avoir on va être contaminé également. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler au niveau local, évidemment. Hein. Moi, je n'ai pas de réponse personnellement. Moi, personnellement, j'en ai pas. Hein. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on arrive à donner des réponses au niveau local à une série de problèmes, on fera des pas en avant. Et on ne va sûrement pas s'écarter de l'objectif. Je ne dis pas qu'on va l'atteindre, mais en tout cas, on va peut-être se rapprocher un petit peu. Hein. Et donc, les solutions à mettre en avant, c'est des choses qu'on doit inventer. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Donc, on doit inventer. Et on n'a pas... on ne prétend pas être des prophètes ou des visionnaires qui vont indiquer le chemin à suivre à tout le monde. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Par contre, pour la démocratie, je trouve que c'est utile, c'est très utile et nécessaire d'aider les gens à expérimenter la démocratie à travers l'autogestion, que ce soit dans n'importe quel projet. Hein. Évidemment, c'est plus facile dans un petit groupe d'une dizaine de personnes qui ont un projet commun, hein, que dans une commune comme la mienne, qui est Otigny-Nouvelle-Armée, où c'est déjà beaucoup plus grand. Hein. Je comprends très bien, c'est déjà plus difficile. Donc on peut essayer d'imaginer des solutions, mais moi j'ai jamais rien vu qui fonctionnait au niveau, même au niveau d'une grande commune ou au niveau national, encore moins au niveau international. Hein, c'est clair que c'est pas uniquement l'histoire des papillons, mais que si on pollue,
si on pollue à mort certaines choses, eh bien, c'est pas seulement nous qui en pâtissons, c'est des gens sur d'autres continents qui en pâtissent. Hein. Bon, alors, par exemple, tous les ordinateurs qu'on fout à la casse ou les GSM, hein, et qui sont décortiqués par des Indiens, des enfants indiens ou africains, il y a un problème. On ne peut pas empêcher, parce qu'on fait un groupe d'achat en commun, ou une AMAP, c'est pas comme ça qu'on va empêcher qu'on aille polluer et tuer finalement les enfants africains ou indiens qui vont dans des dépôts d'immondices, essayer de retirer quelques métaux précieux de tous nos déchets, quoi. Ça, personnellement, j'en sais rien. Mais je pense que du fait qu'on n'aura plus les ressources qui permettront de mondialiser tout le bazar, hein, eh bien, le problème peut-être ne se posera plus. Qu'il n'y aura plus de mondialisation de tous les effets, puisque il n'y aura plus moyen de les diffuser, tous les effets négatifs. À ce moment-là, le problème se posera moins. Le problème de l'échelle politique, c'est extrêmement complexe parce que, par exemple, effectivement, le réchauffement climatique devrait être pris à bras-le-corps par un gouvernement mondial qui n'existe pas et qui n'est pas encore prêt d'exister. Parce que quelle autorité, quelle légitimité politique un tel gouvernement mondial aurait-il? Sur quoi est-ce qu'il s'appuierait? Or c'est à cette échelle-là qu'on peut combattre le réchauffement climatique, mais puisque ça n'est pas encore prêt d'exister, il faut le faire pour moi à l'échelon national et à l'échelon régional. J'ai lu énormément de choses là-dessus, et les arguments les plus convaincants pour moi, sans rentrer dans le détail, ce sont ceux qui disent que l'échelle nationale, l'échelon national est encore finalement, faute de mieux, ceux qui nous donnent le plus de pouvoir politique. Voilà. Sans négliger évidemment les régions, etc. Alors, il y a le principe de subsidiarité dont tu n'as pas parlé, je pense. La subsidiarité, c'est simplement toutes les décisions qui peuvent être prises à petit échelon doivent être prises à l'échelon le plus bas. Voilà. Et c'est seulement quand une communauté ne peut pas gérer un problème qu'on doit repasser à un échelon supérieur. Voilà. C'est tout à fait l'inverse de ce qui se passe actuellement, où on prend des décisions au plus haut niveau à l'Europe, par exemple, et qu'on fait percoler jusque dans les communautés rurales, etc. Donc ça devrait faire juste l'inverse de cela. Et l'État, évidemment, le supprimer, pourquoi pas, mais de toute façon, je ne crois pas qu'on puisse le supprimer. C'est une machine beaucoup trop forte. Personne n'est en mesure de supprimer l'État actuellement, personne. Donc il est là, mais pour moi, il va commencer à dépérir petit à petit, parce que faute de ressources. Parce qu'un État, la méga-machine planétaire ne tient que sur la disponibilité d'une ressource fossile abondante et bon marché. Or, elle sera de moins en moins abondante et elle est de plus en plus chère. Prenons le pétrole, mais aussi le gaz, le charbon, l'uranium pour le nucléaire, etc. Et donc, quand tout ça va vraiment se casser la gueule, que la production pétrolière va diminuer inexorablement de 3% par an, eh bien, les États ne seront plus en mesure d'assumer leur mission habituelle. Voilà, de protection sociale, de financement des services publics, etc. Alors, ce qu'on peut craindre, effectivement, c'est qu'ils ne puissent plus financer ça, mais que quelque argent qui lui restera, ce sera pour l'armée et la police, et pour les fonctions régaliennes. Et alors là, pour moi, il y a un réel risque de dictature qui se met en place, à cause de systèmes, de la croissance qui se casse la figure, et du capitalisme qui est en crise, mais peut-être la dernière crise maintenant, parce qu'il lui manquera des ressources naturelles, ce qu'il a toujours eu depuis 300 ans. Maintenant, il ne les a plus, il ne les aura bientôt plus. Donc, peut-être qu'on peut espérer qu'il va crever une bonne fois pour toutes. Mais il risque de nous faire crever avec. La question de la fonctionnement de la démocratie au niveau... bon, évidemment, l'autogestion, ça peut pas se faire au niveau de Bruxelles ou de la Belgique, encore moins de l'Europe, évidemment. Hein. Donc, effectivement, il faut confier des mandats à certaines personnes. Mais ce qu'il faut, c'est que ces mandats soient révocables. Et impératifs. Et que donc, les personnes qui sont mandatées,
ce ne sont pas des personnes à qui on donne du pouvoir, mais c'est des personnes à qui on confie du travail. Et que si on estime qu'ils travaillent comme des cons, hein, on leur dit, écoute, Faye, ça va pas, il faut changer. Et s'ils n'arrivent pas... Qui leur dit quand? bah, ça, c'est les élections, hein, tous les... Ben non, justement. Ah non, justement. Aux élections, c'est pas ça. Aux élections, actuellement, tu ne confies pas des tâches à des gens. Tu délègues ton pouvoir. Hein, et donc, tu fermes ta gueule, pardon. Tu te tais jusqu'aux prochaines élections. Et là, à ce moment-là, tu vas voter pour quelqu'un d'autre, parce que, bon, après, ça serait de vote même. Par exemple, au niveau de ma commune, ce ne serait pas compliqué que les autorités communales rendent des comptes régulièrement aux habitants de la commune qui souhaitent entendre les comptes rendus des personnes à qui on a confié des tâches. Or, actuellement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Bon, on pourrait très bien imaginer, pas nécessairement comme, comment est-ce qu'il s'appelle le président vénézuélien Chavez, pas nécessairement que les autorités, à tous les niveaux, passent 6 heures à la télé pour expliquer qu'ils ont bien travaillé, hein, mais au moins qu'on puisse poser des questions et demander des comptes à ceux à qui on a confié du travail, hein, et les encourager s'ils travaillent bien, si on est content de leur boulot, hein, et les virer si on trouve que franchement, ils ne travaillent pas bien, quoi, pour nous. Hein. Ben, au niveau national, c'est déjà beaucoup plus compliqué, évidemment. Hein. Mais je me disais, si déjà on pouvait commencer au niveau communal, dans un certain nombre de communes, hein, ça serait déjà un pas en avant. Mais je vais pas te dire que moi j'ai une vision de voir comment ça va marcher en Europe. Hein. Comment on va être représenté au niveau européen par des gens à qui on confie du travail, non pas du pouvoir. Ça. Alors pour mon point de vue sur la science, et la science, nous on n'est pas contre la science, on est contre l'utilisation de la science et du progrès technologique, notamment parce que quand on lui donne toute confiance pour résoudre les problèmes qui ont été créés par elle-même. Hein, ça, il y a des tas de gens qui ont déjà formulé ça de toutes sortes de manières. Moi, je ne suis pas tellement allitéré, je suis un peu... Il y a entre autres Einstein qui avait dit un truc du genre... je ne sais plus comment il dit. Le progrès technique, c'est comme de mettre une hache dans les mains d'un psychopathe. Il a dit ça, Einstein? Ouais. Ah, ouais, bon. Oh, mais il y a des choses intéressantes. Donc, en général, on nous dit que le progrès technique, la science, va résoudre des problèmes créés par la croissance. Hein? Ça, nous, on dit non, c'est pas bon. Hein? En plus, le progrès technique, de toute manière, il sert essentiellement à fabriquer de la croissance. Hein? Même si on produit... Bon, au début, la bagnole, par exemple. La bagnole, c'était génial, quoi. Quand personne n'avait une bagnole, hein. C'était génial, quand on va dans la mer, il n'y a pas d'embouteillage, rien du tout. Hein. Maintenant, la bagnole, c'est de la merde, il y a trop de bagnoles. Hein. Bon, donc l'usage qu'on en fait. La croissance, c'est pas que la croissance des moyens de production, c'est aussi la progrès technique, ça fait partie de la croissance. Donc, comment on peut objecter... Donc, quand nous, on parle de croissance, il s'agit de la croissance de la production, et donc de la consommation, et donc de la production de déchets, et donc du mal de vivre, des suicides de paysans indiens et de paysans français. Je ne sais pas s'il y a des paysans belges qui suicident. En tout cas, il y a une ferme qui ferme toutes les semaines en Belgique. Ça, c'est cette croissance-là. Comment? C'est cette croissance-là qu'on parle. Hein. Bien entendu, c'est toujours très bien de faire des progrès dans la science, etc. Maintenant, il faut quand même... Si c'est pour produire des objets utiles qui remplacent des objets qui étaient tout aussi utiles avant et dont on pouvait maîtriser l'usage, qu'on pouvait réparer, là je ne vois vraiment pas l'intérêt. Hein. Maintenant on ne peut quasiment plus rien réparer. On fabrique même des objets que c'est même tu ne veux plus les ouvrir, les appareils. Si tu veux les ouvrir, tu vas les casser. Donc ça, grâce d'abord aux techniques développées par alors la science, par exemple, on peut dire oui, mais grâce à la science, on a des soins de santé quand même nettement meilleurs. Hein? Oui, d'accord. Hein? On peut faire des choses comme ça. Il y a des scanners vraiment géniaux, mais on pourrait peut-être utiliser la science plus pour des choses qui ne sont pas rentables, je ne sais pas qui dit ça, qui sont moins rentables, mais pour lutter contre les causes qui produisent toute une série de maladies.
Hein. Bon, ça, on ne fait pas, parce que ça, c'est pas rentable, évidemment. Hein, puisque qui est-ce qui paye qui finance la recherche pour les soins de santé? Ben, je crois que c'est les chimistes, les entreprises pharmaceutiques. Quoi. Donc, quand on sort, le iPad, je ne sais pas quel numéro, est-ce qu'on demande aux gens, est-ce que vous voulez un iPad bon, évidemment, il y a des gens qui vont dire oui. Hein, je me souviens, quand il y a le 2 qui est sorti, à Louvain-la-Neuve, rue Gerlemagne, il y avait une file devant le magasin McLean, il y avait des gens qui étaient en train de dire, donc ils avaient leur ticket, ils attendaient, hein, parce qu'il fallait faire une mise en scène et tout, et alors ils étaient en train de discuter, donc ils attendaient pour voir l'iPad 2. Hein. Et moi j'avais demandé au vendeur, mais c'est quoi l'iPad 2? Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à l'iPad 1? Il m'a dit, ben, c'est nouveau. Et donc il y a des gens à un fil qui attendaient pour voir leur iPad 2 et qui étaient en train de supputer quand il est sorti le 3. Hein. Donc, évidemment, des gens comme ça, si on leur demande s'ils veulent la nouvelle iPad, ils vont dire oui, mais je pense que c'est quand même une minorité. Hein. On te demande l'avis pour rien du tout. Est-ce qu'on demande l'avis des gens pour savoir s'il faut construire une autoroute en plus ou s'il faut fusionner des hôpitaux, hein, pour en faire des usines à maladie? On ne demande pas ça. Pour ajouter sur la science, on veut juste. Francis Bacon, le philosophe anglais au XVIIIe siècle, c'est lui le premier qui a dit tout ce qu'il est possible de faire scientifiquement et techniquement, il faut le faire sans hésitation. Et alors on a pris pour argent comptant ce que ce type dit, et actuellement on est en plein là-dedans. Et nous on dit c'est l'inverse. Il ne faut pas nécessairement faire ce qu'on est capable de faire, il faut être capable de renoncer à notre puissance. Pour des raisons de bien vivre, et simplement même de survie de l'humanité, tout simplement, de notre propre survie. C'est le mythe de Faust, de l'apprenti sorcier, de Frankenstein, du démiurge, etc. C'est-à-dire la créature qui échappe à son créateur. Ben, avec les nanotechnologies, pour moi, on est en plein là-dedans. Donc en fait, la question, c'est l'autonomie de l'être humain par rapport au système technique. Contrairement à cette hétéronomie, c'est-à-dire que, comme Jean-Pierre disait, personne n'a décidé, par exemple, si on a inventé un GSM, c'est pas parce qu'il y avait une demande préalable. Personne n'a dit, tiens, à propos, si il faudrait un GSM, ce serait pas mal que vous inventiez un truc. Non, personne n'a demandé ça. Ça a été créé, inventé, commercialisé, à coup de pub, etc., par les multinationales. Et alors, oui, mettez bien devant le fait accompli. Et c'est parce que ça existait qu'on l'a adopté. C'est comme ça que ça marche actuellement. Et il faudrait inverser cela. Il faudrait que ce soit des choix conscients et démocratiques. On veut bien de ça, mais on ne veut pas de cela. Alors, instaurer des limites, hein. Alors, je crois qu'on n'a pas encore parlé de ce mot. Les limites. Nous sommes dans un monde illimité. Les objecteurs de croissance veulent réinstaurer des limites qui de toute façon existent. Il y a des limites physiques, des limites de la planète, des limites énergétiques, écologiques, mais aussi des limites morales et des limites politiques que nous devons instaurer nous-mêmes démocratiquement. Il faut que nous soyons capables de nous mettre nos propres limites à nous-mêmes dans tous les domaines. Bernard a parlé utilement des limites, hein, du sens des limites. Vous savez que l'escargot, c'est en fait l'emblème des objecteurs de croissance dans le monde entier. Oui. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui disent oui, c'est parce qu'ils ne vont pas vite. Hein. Donc la sagesse des escargots. Effectivement, moi je dis toujours que je suis objecteur de croissance et entre parenthèses et de vitesse. Parce qu'il faut prendre le temps, hein. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Mais l'escargot, c'est plus que ça, c'est pas seulement qu'il ne va pas vite. La sagesse de l'escargot, c'est aussi... Ou la pertinence, comme si vous lisez... ça, c'est le titre du bouquin de Bernard et d'un autre camarade, des copains, objecteur de croissance. Non, la sagesse de l'escargot, c'est aussi que il a la maison sur son dos, hein, il a sa maison sur son dos, et il y a 3 spires. Hein. Eh bien, imaginez, s'il fait encore une spire de plus, il ne sait plus bouger. Il expire, il est écrasé. Donc, l'escargot a le sens de la limite. Donc, c'est là toute sa sagesse. Et c'est pourquoi nous adoptons dans le monde entier ce symbole.
On pense qu'il faut... bon, d'abord le mouvement, ça s'appelle, je crois, le mouvement de la décroissance ou quelque chose du genre. Là. Et là, dans la phase de création, on a dit qu'on était objecteur de croissance. Objecteur de croissance qui veut dire concrètement que dans des pays comme le nôtre, on doit être pour la décroissance, mais pas nécessairement au Burkina Faso. Donc, maintenant, on pense, en tout cas, jusque maintenant, ça n'a pas été mis en question, qu'il faut parler d'objection de croissance, parce qu'on nous rabâche les oreilles constamment avec cette foi dans la croissance. Et continuellement, on nous dit, mais il faut la croissance. Si vous voulez la croissance, alors il faut faire ceci, il faut faire cela. Si on veut la croissance maintenant, il faut l'austérité. Enfin, n'importe quoi. Donc on part du postulat, de la foi dans un postulat qu'il faut la croissance. On nous rabâche les oreilles avec ça tout le temps. Donc, nous, on trouve qu'il est utile et nécessaire de dire non, il ne faut pas croire dans cette religion, c'est elle qui nous mène droit dans le mur. Maintenant, si on donne l'impression, effectivement, que c'est la seule chose qui nous intéresse, c'est de dire non à quelque chose, de s'opposer à quelque chose, et pas de construire, hein, et non pas d'essayer de mener une vie plus agréable, individuellement et en groupe. Alors effectivement, là on est à côté de la plaque. Mais le clou le plus important à enfoncer pour nous pour le moment, c'est qu'il faut combattre cette religion de la croissance qui formate la plupart des gens et qui les empêche de réagir et finalement de vivre suffisamment heureux. Donc voilà. Donc c'est un mot, c'est pas... Oui, c'est un peu provocateur si on veut, quand on parle de décroissance, mais quand on parle d'objection de croissance, c'est même pas de la provocation, c'est vraiment enfoncer le clou principal pour le moment. Pour moi, le changement, il est d'abord culturel et il sera politique juste après. Il s'agit de changer notre vision, finalement philosophique, de notre place dans l'univers, dans le cosmos, dans la nature, nos relations avec la nature et nos rapports entre nous. Sortir quelque part des dictats de la modernité. Parce que les objecteurs de croissance parlent souvent d'un droit d'inventaire. C'est-à-dire aller retourner dans les sources culturelles qui ont abouti à notre société hyper moderne. Et ces sources culturelles sont la pensée grecque, la tradition judéo-chrétienne et l'esprit des Lumières. Et bien dans ces trois sources-là, il y a toujours des bonnes choses à prendre, mais il y a des choses qu'on devrait abandonner. Donc c'est ne plus accepter en bloc la modernité comme un bienfait ou comme un malheur. Il y a certaines choses qui sont excellentes dans la modernité, les droits de l'homme par exemple, les libertés individuelles. Par contre, l'arraisonnement de la nature, la mise en esclavage de la nature pour les besoins humains, ça c'est une idée des Lumières qu'il faut, à mon avis, abandonner, et le plus vite possible. Donc, gardons bien cette idée de droit d'inventaire sur les courants théologiques et politiques et philosophiques qui ont façonné notre modernité. Et c'est là, par exemple, qu'on s'oppose autant avec les libéraux qu'avec les marxistes, qui reprennent en bloc la religion libérale et la religion séculière marxiste, auquel il ne faut pas toucher. Et tous ces gens, donc, ils misent sur un providentialisme. Pour les libéraux, c'est la main invisible du marché qui va aboutir au bonheur universel. Et pour les marxistes, c'est le matérialisme dialectique qui aboutira à la société sans classe. Voilà, nous ne sommes pour aucun providentialisme. Il n'y a aucun Dieu, aucune main invisible, aucune loi de l'histoire qui va venir nous sauver. C'est nous-mêmes qui devrons prendre notre destin en main. Et alors, on n'est pas sûr de réussir, mais c'est la seule solution. On doit vraiment se secouer, là. Et ne plus croire en aucun Deus ex machina qui va venir nous sauver au dernier moment. Ce ne sera pas la science, ce ne sera pas la technique, ce ne sera pas le marché, ce ne sera pas l'histoire, ce ne sera pas Dieu. Voilà. C'est nous ou rien.
Alors, aller contre le consensus, par exemple, faire de la politique, vous parlez des centres commerciaux, vous n'avez pas cité NEO. Par exemple, le centre NEO, c'est le redéploiement du plateau du SN, soi-disant. Un travail qui va durer 25 ans et qui va coûter au bas mot 900 millions d'euros pour commencer, mais ça va sûrement aller beaucoup plus haut que ça. Eh bien, à chaque réunion publique, par exemple, les objecteurs de croissance vont porter la parole dissensuelle auprès du bourgmestre Tillmans, qui essaie de vendre évidemment sa savonnette, avec chaque fois les mêmes tartes à la crème, c'est le progrès, c'est le développement, c'est le bien-être, c'est l'emploi, etc. Donc cette espèce de litanie qu'on entend depuis des dizaines d'années et qui nous mène droit dans le mur. Eh bien, nous allons joyeusement le contredire, dire non, vous vous trompez, vous avez tout faux, vous partez de présupposés philosophiques qui sont stupides, et c'est en partant, c'est en allant porter cette bonne parole quelque part dissensuelle qu'on va peut-être essayer de faire évoluer les mentalités. Mais si tout continue à ronronner comme d'habitude, effectivement, oui, c'est le progrès, effectivement, monsieur le bourgmestre, vous avez raison, le progrès c'est quand même, c'est la chose la plus importante, le développement, l'emploi. Eh bien, on est dans un ronron, et alors personne ne pense à ouvrir une nouvelle voie vers un futurible, donc un futur possible. Les énergies renouvelables, c'est une question intéressante. Alors évidemment, oui, nous sommes pour les énergies renouvelables, évidemment, parce que c'est les seules qui pourront assurer une pérennité de l'espèce humaine dans les siècles des siècles et les millénaires et éventuellement les prochains millénaires. Et on n'a pas le choix, ce sera les énergies renouvelables et rien d'autre, il faudra bien faire avec. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les multinationales mettent la main sur le marché des énergies renouvelables pour le contrôler. Alors il y a ce projet délirant qui, paraît-il, est abandonné, heureusement, c'est Desertec, qui était porté par une multinationale allemande et qui avait l'intention de couvrir une bonne partie du Sahara de milliers de mètres carrés de panneaux solaires, et de brancher ces panneaux solaires sur des câbles qui traverseraient la Méditerranée pour l'Europe, évidemment. Ce n'est pas les Africains qui allaient en profiter. Et bien ça, c'est exactement un genre de méga projet capitaliste qui, bien que basé sur des énergies renouvelables, est à rejeter en bloc. Donc il ne faut pas non plus accepter tous les projets de développement d'énergie renouvelable. Bon, il y a 20 ans, c'est vrai que je pensais un peu que tout ce qui était renouvelable, il fallait encourager. Ben non, non, évidemment. Tout ce qui est démocratique et maîtrisable par les communautés, oui, alors là, c'est ça en fait le critère. Alors, la question philosophique du capitalisme qui risque de s'écrouler en provoquant tout simplement la disparition, au moins de la civilisation, si pas de l'humanité, de l'espèce humaine elle-même, plus évidemment, n'oublions pas les animaux, les plantes, parce qu'eux aussi, ils vont disparaître. Ne soyons pas anthropomorphistes, pensons aussi à nos amis, nos frères les animaux, qui ont bien le droit de vivre aussi, eux, leur vie tranquillement. Eh bien, certains courants comme le primitivisme, l'anarcho-primitivisme est un courant qui est représenté d'une manière très très marginale, mais alors ce sont des gens qui prétendent, dans la foulée de John Zerzan aux États-Unis, que la seule voie possible pour une humanité future, c'est de retourner à l'âge de la pierre, enfin au paléolithique, au mode de vie paléolithique, c'est-à-dire en accord total avec les ressources naturelles telles qu'elles existent, donc même plus asservir la nature par l'agriculture et l'élevage, non, non, recommencer la chasse et la pêche, et la cueillette. Voilà. Si vous vous intéressez à ça, je peux vous donner le nom d'un copain qui est français Mais là, il y aurait un choc démographique, par contre. Bien sûr qu'il y aura un choc démographique, évidemment. Hein. Dans ces scénarios-là, l'humanité retombe à vraiment très peu de choses. Mais de toute façon, elle risque de retomber, pour moi, à très peu de choses. Il y a un statisticien canadien qui s'appelle Paul Shefurka, qui a fait une étude très intéressante, où il corrèle la disponibilité d'énergie par tête avec la démographie. Et d'après ses calculs, depuis
depuis 300 ou 400 ans, il a vu une corrélation parfaite entre la disponibilité d'énergie et le décroissement démographique. Donc l'énergie fossile. Oui. Donc plus il y a d'énergie fossile par tête, plus la démographie augmente. Là, par exemple, l'agriculture intensive qui a boosté la production agricole, et qui a pu nourrir de plus en plus de monde, donc la population mondiale qui augmente. Alors, inversement, quand l'énergie fossile va commencer à manquer, eh bien, la démographie va baisser. Et alors lui, il dit carrément que si on a de la chance, c'est 2 milliards à la fin du siècle. Si on n'a pas de chance, c'est 1 milliard. De toute façon, on a au moins 5 milliards qui vont passer à la trappe. Voilà. Si vous voulez, son étude, elle est sur Internet. Elle est très intéressante, pas spécialement folichonne, mais vachement intéressante. Et il n'est pas le seul à prôner ça. Il y a Yves Cochet en France qui a théorisé ça aussi à peu près de la même manière. L'effondrement de la civilisation qui provoque une baisse démographique terrible. Tu peux réagir à ça? Très vite alors, parce que après je vais faire un dernier petit tour. Oui. Je pense que ce raisonnement, celui d'Yves Cochet et l'autre que vous avez cité, il n'est pas exclu, évidemment, c'est un des scénarios possibles, mais il fait quand même l'impasse sur un facteur qu'ils ont complètement sous-estimé dans leurs extrapolations, c'est les capacités de rebond et de reconfiguration neuronale que nous avons prouvé dans le passé, y compris préhistorique de l'humain. Il y a eu des tas de cataclysmes, des glaciations, des désertifications, des sécheresses, des calamités de toutes sortes, et à chaque fois, avec des morts bien sûr, il y a eu des rebonds et des dépassements. Donc l'humain est capable de produire des reconfigurations cérébrales suffisamment importantes pour se resituer, non pas en retournant vers le paléolithique, mais en trouvant des ressources adaptées aux nouvelles situations qu'il a lui-même créées d'ailleurs. Donc il y a des capacités de rebond, il ne faut pas les surestimer, parce qu'elles sont au départ le fait d'une minorité de gens qui sont lucides, qui pensent, etc., ou qui militent, mais n'empêche que les grandes masses, même si elles ne sont pas aujourd'hui accessibles à nos raisonnements, puisque nous ne sommes qu'une trentaine dans la salle, mais elles apprennent par les catastrophes, et par l'imminence des catastrophes, et on apprend par Katrina, on apprend par le dernier ouragan sur New York, on apprend par tout ce qui se produit à Fukushima et ailleurs. Et malheureusement, on apprend surtout comme ça, mais quand même, on finit par apprendre. Et on n'est peut-être pas obligé d'arriver à 1 milliard d'habitants sur la planète si on a des capacités d'apprentissage et d'autodépassement et d'auto-invention que nous avons prouvées dans notre passé d'Homo sapiens. Eh bien, on doit pouvoir trouver des solutions. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce degré de catastrophisme-là qui fait l'impasse sur nos ressources cérébrales. Merci. C'est un problème évidemment extrêmement complexe, mais le rebond que vous souhaitez, peut-être qu'il aura lieu, mais une question, c'est est-ce qu'il aura lieu à temps? Parce qu'il y a une course contre la montre terrible actuellement. C'est ça. Là. Oui, il y a des solutions qui pourraient être valables, mais est-ce qu'elles arriveront à temps? Et moi, là, je suis pessimiste. Je crois que maintenant, on n'y arrivera pas. À cause de... Le compte à rebours a commencé, comme dit Cochet, il a raison. Et alors la démographie aussi, ce serait plus facile de gérer ces problèmes-là à 2 milliards qu'à 7. Parce que plus il y a d'acteurs, plus c'est difficile. Voilà, mais bon, on est là. Il va falloir qu'on gère ça à 7 milliards. Et alors, selon Cochet et Schefurka, ben, il y en a 5 qui vont laisser disparaître dans l'aventure dans le courant du siècle. C'est pratiquement... Pour lui, il n'y a même pas de... C'est une certitude. Il ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Ce sont des tendances tellement lourdes. Enfin bon, regardez par vous-même et faites votre propre opinion. Hein. Mais qui doit mourir? Mais ça, la mort, elle est aveugle. Hein. Ça, c'est bon. Elle a qu'à des lunettes mortes. Oui, bon, c'est sûr que ceux qui vont mourir les premiers, c'est les pauvres. Mais les riches, ils mourront aussi. Ils finiront, ça touchera tout le monde. Nous couvrons la partie francophone du pays, donc c'est Wallonie et Bruxelles.
on n'arrive pas à recruter dans la partie néerlandophone. Maintenant, ici à Bruxelles, il y a peut-être des gens qui pourraient nous aider, ne fût-ce qu'à faire des traductions pour porter la parole dans le milieu néerlandophone. Maintenant, oui, quand je dis porter la parole, c'est très important parce qu'en fait, l'objectif principal, notre objectif principal actuel, ça c'est indiqué dans le manifeste, dans notre manifeste fondateur, c'est de propager les idées de l'objection croissante. C'est vraiment les rendre de plus en plus populaires et donc de déformater les esprits, quoi. Hein. Tant qu'il n'y aura pas un minimum de déformatage des esprits et de renoncement à la religion de la croissance, on n'avancera pas fort. Et ce renoncement à la religion de la croissance, comme je disais tout à l'heure, ça aide de travailler au 3 niveaux dont on a parlé, quoi, à tous les niveaux.